Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction européenne, son origine, son évolution et le fonctionnement de nos institutions européennes actuelles qui régissent beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne, mais aussi qui est engagé dans beaucoup des grands enjeux de notre temps. Alors, avant toute chose, un petit mot sur la définition de l'Union européenne. L'Union européenne est une association interétatique de pays européens dans les domaines économiques et politiques. Son but est de garantir la paix en Europe et d'assurer le progrès économique et social de ses pays membres. Elle s'étend sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés et est peuplée de plus de 443 millions d'habitants. Elle est la troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Elle comprend aujourd'hui 27 États membres que je présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le Royaume-Uni, quant à lui, a quitté l'Union européenne depuis l'application officielle du Brexit le 1er février 2020. L'Union européenne est composée d'institutions supranationales, c'est-à-dire qui possèdent des compétences qui dépassent les limites nationales des États membres, et intergouvernementales, puisqu'elles fonctionnent pour certaines d'entre elles sur la coopération des différents gouvernements européens. Alors ces différentes institutions de l'Union européenne sont d'abord le Conseil européen, composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres et du président de la Commission européenne. Il définit les grandes lignes stratégiques et politiques de l'Union européenne. Il se réunit 4 fois par an à Bruxelles lors de ce que l'on appelle les sommets européens. Ensuite, la Commission européenne, c'est en quelque sorte le gouvernement de l'Union européenne, constitué de 28 commissaires ayant chacun un portefeuille, comme l'éducation ou l'aide au développement par exemple. Elle propose des lois, elle exécute les décisions du Conseil et du Parlement, gère le budget de l'Union européenne et contrôle le respect des règlements par les États membres. Son siège se trouve à Bruxelles et en partie à Luxembourg. Ensuite, le Parlement européen, qui est composé des députés élus au suffrage universel tous les 5 ans par les citoyens de l'Union européenne. Chaque pays a un nombre fixe de députés, la Belgique en possède par exemple 21. Ils ne sont néanmoins pas regroupés selon leur nationalité dans l'hémicycle, mais selon leur couleur politique. Leur rôle est de participer à la définition et l'adoption des lois européennes, de voter le budget européen et de contrôler la Commission européenne. Le Parlement européen siège à Strasbourg et à Bruxelles en alternance. Enfin, le Conseil de l'Union européenne, qui siège aussi à Bruxelles, ne doit pas être confondu malgré son nom avec le Conseil européen que l'on vient de voir, ou le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale extérieure de l'UE en charge de questions relatives au respect des droits de l'homme. Ici, c'est le Conseil des ministres de l'Union européenne, où se réunissent les ministres des États membres en fonction des sujets abordés. Par exemple, les différents ministres des Finances s'il en évoque des questions d'ordre monétaire. Le Conseil de l'Union européenne partage le pouvoir législatif avec le Parlement européen et celui d'approuver le budget de l'Union européenne. Il a aussi des compétences pour signer des accords internationaux avec des pays extérieurs à l'Union européenne, mais également en matière de politique étrangère et de défense. À côté des institutions principales existent des organes juridictionnels comme la Cour de justice de l'Union européenne qui veille à assurer l'application du droit européen, la Cour des comptes européenne qui veille à ce que le budget et les financements européens soient bien utilisés, et la Banque centrale européenne, ou BCE, qui œuvre à maîtriser l'inflation et à fixer les taux d'intérêt des banques européennes. À ce stade, vous avez trouvé sûrement mes explications très complexes, et c'est normal, les institutions européennes le sont sans aucun doute. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union européenne a des compétences en matière économique et monétaire principalement, qui s'imposent aux politiques nationales des pays membres. Mais elle a également des compétences en matière de recherche et d'innovation, en matière d'énergie et de politique climatique, en matière de politique migratoire et enfin en matière de coopération internationale, de citoyenneté et de sécurité. Je vais évoquer ensuite les motivations des fondateurs de l'Union à l'origine de la construction européenne. Alors, l'idée de construction européenne est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le continent avait besoin de se reconstruire économiquement et politiquement
après une première moitié de XXe siècle particulièrement difficile pour l'économie des grandes puissances européennes, mais également pour les valeurs démocratiques. Le drame des guerres mondiales avait mis en évidence la nécessité d'une Europe unie pour éviter qu'une troisième guerre mondiale éclate. L'expérience du passé avait en effet montré que la solidarité des États européens était facilement mise à mal à cause d'intérêts économiques divergents. Cette idée fut théorisée par celui qui est considéré aujourd'hui comme un des grands-pères fondateurs de la construction européenne, le français Robert Schuman. Il pensait qu'en faisant en sorte que les économies des puissances européennes soient interconnectées et que les décisions soient prises en commun, l'Europe s'offrirait une paix durable puisqu'une nation qui a des intérêts économiques communs avec une autre aura moins de chances de lui déclarer la guerre au risque de se mettre elle-même en danger. Cette volonté de créer une association économique solide à l'échelle du continent était également motivée par la volonté de se protéger de l'influence du communisme au début de la guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, comme vous le savez, était devenue une superpuissance aux portes de l'Europe, et ses aspirations d'expansion politique et économique étaient vues comme un danger pour les pays de l'Europe de l'Ouest, alliés des États-Unis et bénéficiaires du plan Marshall, qui leur avait permis de se reconstruire matériellement. C'est la raison pour laquelle la construction européenne est entièrement basée sur un modèle d'économie capitaliste libérale. Mais les motivations des fondateurs de l'Union n'étaient pas qu'économiques. Conscients que les dictatures totalitaires italiennes et allemandes avaient été un désastre pour l'Europe dans les années 30 et 40, et se sentant menacés par l'influence de la dictature soviétique, la construction européenne se basait sur la promotion du modèle démocratique, défenseur des libertés et des droits de l'homme, qui est le socle de ce que l'on appelle aujourd'hui les valeurs de l'Union européenne. En bref, ces motivations des fondateurs de l'Union, comme Robert Schuman ou encore Jean Monnet, servirent de cadre à la nouvelle construction européenne, ce qui explique pourquoi la défense et la promotion de l'économie libérale de marché et du modèle politique de la démocratie libérale sont aujourd'hui les piliers de toutes les actions et toutes les décisions prises au sein de l'Union européenne. Et enfin, je vais vous parler des différentes étapes de la construction européenne. L'association des États européens prit trois formes principales depuis ses origines et évolua en fonction des nouveaux champs de compétences attribués à ces organisations internationales. Je vais vous les expliquer. La première fut la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle vit le jour le 18 avril 1951 suite au traité de Paris. Il s'agissait d'une première forme de coopération économique entre les principaux pays belligérants européens de la Seconde Guerre mondiale, soit la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La CECA créa un marché commun du charbon et de l'acier, matière première indispensable dans une économie de guerre. Ensuite, la volonté d'échanger une collaboration économique plus poussée fut à l'origine de la création 6 ans plus tard de la CEE, la Communauté économique européenne, par le traité de Rome du 25 mars 1957. La CEE reprenait l'idée d'un marché commun entre États membres de la CECA, mais en l'étendant à l'ensemble de la sphère politique. Cette nouvelle organisation internationale était basée sur la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, et sur une collaboration plus étroite dans les domaines de la politique de concurrence, de transport et de commerce. La CEE regroupa d'abord les États membres de la CECA, mais finit par intégrer, grâce à différents élargissements au cours du temps, 6 nouveaux États, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni. Enfin, le traité de Maastricht, ratifié par les 12 États membres de la CEE le 7 février 1992, consacra la dernière étape de la construction européenne à ce jour par la création de l'Union européenne. Cette nouvelle organisation européenne reprenait les prérogatives de la CEE en ajoutant une dimension politique, l'UE ayant en plus des compétences dans des domaines non économiques comme je l'ai expliqué précédemment. Alors, aux premiers États qui ont fondé la CECA et aux autres États qui intégrèrent ensuite progressivement la communauté économique européenne, l'Union européenne intégra au cours du temps 16 autres États supplémentaires dont la majorité était originaire de l'ex-bloc soviétique, comme la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, mais également l'Autriche, Chypre, la
la Finlande, Malte et la Suède, ce qui fait 28 membres. Enfin, 27 maintenant. De nombreux accords et traités marquèrent l'histoire de la construction européenne. Il serait long et complexe de tous les citer ici, mais pour ne retenir que les plus symboliques, nous pouvons citer la signature des accords de Schengen le 14 juin 1985, qui décida la suppression progressive des frontières d'une grande partie des États membres de l'Union européenne, bien que l'application ne fut effective que 10 ans plus tard. Ou encore lorsque l'euro devint en 1999 la monnaie unique de 11 États membres. En 2002, les pièces et les billets furent mis en circulation et 8 États supplémentaires rejoignirent la zone euro jusqu'en 2015. Mais l'histoire de la construction européenne ne fut pas marquée que de succès. Un projet de création d'une armée européenne, la Communauté européenne de défense, fut abandonné suite au refus de la France en 1954. Un autre, établissant une constitution européenne, fut avorté suite au refus de la France à nouveau et des Pays-Bas par référendum en 2005. Enfin, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne suite à un référendum de juin 2016, officiellement acté en février 2020, est la première conséquence concrète de ce que l'on pourrait qualifier de déconstruction européenne. En conclusion, ce Brexit qui surgit dans un contexte de crise multiple est un exemple des défis dont va avoir à faire face l'Union européenne pour assurer sa propre survie à l'avenir. Affaiblie par la crise économique de 2008, dont la gestion de la dette grecque renforça l'euroscepticisme de gauche, affaiblie par la gestion compliquée de sa politique d'asile et de contrôle des flux migratoires qui renforça l'euroscepticisme d'extrême droite et dont la montée des nationalismes en est l'expression, mais également affaiblie par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, pressée par l'urgence du dérèglement climatique et de plus en plus esselée dans un contexte international instable, l'Union européenne fait probablement face aujourd'hui au plus gros défi de son histoire, celui de sa capacité à sauvegarder son modèle économique et ses valeurs démocratiques face à des dangers qui les menacent, celui d'éviter un démantèlement qui lui serait fatal et dont l'effondrement de l'Union européenne signifierait sans aucun doute la fin d'une période marquée par la paix, la coopération internationale et la libre circulation des personnes et des capitaux.